grands titres de l'actualité de ce mardi 7 juin 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, on fait parler, on fait jaser. C'est sur le perron de l'Église, là, ça jase de ces commentaires tous les matins, commentaires hier matin qui ont frappé et qui ont fait beaucoup jaser. Alors, on va poursuivre avec ces commentaires de l'actualité en parlant d'un succès pour l'activité de réseautage qui s'est terminé au pavillon communautaire de Montmagny. Tu étais là. Absolument, Michel. C'était vendredi dernier, là, mais j'en ferai pas de cas parce que je veux te parler davantage du nouveau pavillon parce que c'était la première fois que je le visitais dans le cadre de cette activité-là. En contrepartie, l'activité là, qui regroupait le monde municipal de Chaudière-Appalaches. Il y avait environ 150 convives et il y avait des circuits pour aller visiter nos réussites locales. Ça a été un succès total, Michel, là, une belle ambiance. Et justement, le nouveau pavillon Espace citoyen, c'est de toute beauté, Michel. Sincèrement, je pense qu'on avait réellement besoin de ça. C'est comme la bibliothèque au début, il y avait vraiment des gens qui s'opposaient à ça. Mais finalement, quand je l'ai visité, je n'ai pas fait une grande visite, là, j'ai fait une petite visite de surface parce que j'allais dans le cadre de mon travail, mais c'était de toute beauté et je pense que c'est une réussite pour la ville de Montmagny, si tu veux mon opinion. Écoute, on sait toutes les discussions qu'il y a eu autour de ce projet-là. Ben oui. Mais on a eu 70 de subventions sur ce projet-là. Et je continue à dire que ce projet-là était nécessaire à Montmagny depuis qu'on a pu le centre sportif Le Bûcheron. Tu sais, sans rien enlever à la cafétéria de l'école Cazot, là, mais beaucoup de grands événements avaient lieu dans une cafétéria d'école. On était rendu là. Et le départ du centre sportif Le Bûcheron, et puis il ne faut pas se le cacher, le centre sportif Le Bûcheron, mon père est un membre fondateur. Alors, ça donne une idée là, que ça datait de plusieurs dizaines d'années. Il y avait besoin de réparation. C'était plus adéquat. Donc, on l'a détruit en 2012, si ma mémoire est bonne. Là. Et la salle loiselière qui est magnifique, mais qui peut recevoir aux alentours de 125 personnes. Mais j'enlève rien et cette salle est vraiment magnifique, là, mais plus petit rassemblement. Puis il y a aussi la belle salle du club de golf Montmagny. Mais bon, c'est loin, tout le monde le dit, malheureusement, là. Mais quand même, il y a des mariages qui ont lieu au club de golf. Alors, je pense que pour toutes ces raisons, il y avait de la place pour une telle salle à Montmagny. J'ai toujours été en faveur. Écoute, je pense que les gens l'ont réalisé. D'autres médias, eux autres, n'étaient pas en faveur de ce projet-là. Puis j'ai toujours dit que j'étais en faveur de ce projet-là parce que c'était nécessaire. Surtout qu'il faut se rappeler, et tu en parles, José, et c'est le plus bel exemple, pour recevoir ces gens-là dans cette magnifique salle, ben, ça nous prenait ça. Puis, il y a beaucoup de projets dans l'air pour des mini-congrès à Montmagny. Alors, on a de magnifiques hôtels pour coucher, pour accueillir ces gens-là. Mais au niveau de la réception de ces gens-là, qui sont 200, 300 personnes, on n'avait pas la salle ou l'espace. Et maintenant, cette salle qu'on va aller visiter la semaine prochaine, en passant, là, on a reçu l'invitation. Bien, bravo à la ville de Montmagny. Qui a réalisé ce projet-là. Et on verra bien le succès que ça va remporter. Puis peut-être que les gens, comme tu l'as dit, la bibliothèque avait fait jaser aussi. On sait qu'on s'était rendu en référendum. Et on est allé de l'avant avec ce projet-là. Et on connaît maintenant, on dépasse les attentes au niveau des membres de la bibliothèque de Montmagny. Alors, voilà. Ce qu'on se rend compte, Michel, c'est que le nouveau pavillon est complémentaire au complexe hôtelier, à tous les hôtels de la ville de Montmagny, parce que si on amène des congrès, on va emmener des gens coucher aussi. C'est ça qu'on s'est rendu compte. Oui. Et je pense que c'est digne d'une ville comme la nôtre d'avoir une telle salle de réception pour recevoir toutes sortes d'invités, puis des congrès, des mini-congrès. C'était nécessaire et bravo à tout le monde pour la réalisation de ce beau projet. D'ailleurs, on va le visiter la semaine prochaine. On aura des images à vous montrer. Il y a une porte ouverte aussi prévue, je pense, pour la fin du mois de juin. Alors, vous pourrez constater vous-même là, la beauté de ce beau projet-là. C'est immense, hein? C'est gros comme bâtisse. Là. Il y a la salle Prévost là, qui est encore là. Ça a l'air que c'est vraiment beau. Alors, tu confirmes là,
que c'est une Absolument. belle salle pour accueillir des gens de l'extérieur et c'est digne de notre ville. Poilievre, largement en avant, selon lui, concernant la vente de cartes. Hier, justement, José, il y avait un communiqué qui disait que des centaines, des dizaines de milliers de personnes au Canada, bon, on pourrait dire des centaines, parce qu'il me semble que j'ai vu des centaines de milliers de personnes qui ont acheté leurs cartes pour donner, comment je dirais ça, donc pour pouvoir se prononcer, voilà, sur l'arrivée d'un nouveau chef au Parti conservateur du Canada, parce que ce sera peut-être le prochain premier ministre. Ben, il y a des bonnes chances parce que le chiffre avancé par M. Poilievre, c'est 312 000 nouveaux membres. Qui voterait Pierre Poilievre? Ça va être assez dur à attraper ça du côté de Jean Charest, qui est son principal opposant. Là, on parle d'une alliance entre M. Charest et M. Brown. Et s'ils veulent ralentir ou empêcher Poilievre de prendre les rênes du Parti conservateur du Canada, il va falloir que ces gens-là travaillent ensemble. Je pense que le but de Jean Charest ou la stratégie maintenant, c'est de passer au deuxième tour. Il ne faut pas que Pierre Poilievre passe au premier tour, parce que s'il passe au premier tour, c'est complètement terminé. Puis en même temps, au premier tour, il ne faut pas qu'il y ait 49 parce que je me souviens, je pense que je l'ai dit en ondes ici, lorsque Jean-François Lisée est devenu le chef du Parti québécois, il est passé au deuxième tour, mais au premier tour, il y avait eu 49 C'est pas difficile d'aller chercher le pourcentage qui reste après. Je pense qu'on s'enligne vers un couronnement de Pierre Poilievre. Remarque, il y a bien des choses qui peuvent changer. Je ne suis pas au courant de tout. Je sais que même si tu as des membres, ça fonctionne par points par chaque circonscription. Mais une chose est certaine, c'est que Pierre Poilievre sait se battre. Il se débat très bien d'ailleurs contre Jean Charest. Il attaque souvent sur son bilan libéral lorsqu'il était premier ministre du Québec. Et je te dis une chose, c'est que depuis la crise covidienne, le clivage politique a complètement changé au Canada et au Québec. On ne parle plus, mettons, exemple, au Québec de souverainistes versus fédéralistes. On va avoir un bon exemple aujourd'hui avec Bernard Drainville qui va se présenter pour la CAQ officiellement. Là, c'est M. Legault qui va l'annoncer. Mais on a un nouveau clivage politique gauche-droite, de sorte que Pierre Poilievre, je pense, est avantagé. Et la magie Charest, même si c'est une bête politique, et je le dis à qui veut l'entendre, n'opère plus comme elle opérait jadis. José, il n'y a pas danger que Poilievre, parce que là, les prochaines élections, on le sait, c'est en 2025, ce ne sera pas avant, là, avec le mariage du NPD et du Parti libéral, mais il n'y a pas danger que Poilievre, lors d'une prochaine campagne électorale, parce qu'on dit que il aurait, je vais le dire au conditionnel, là, parce qu'il a autant de chances que n'importe qui, mais il aurait moins de chances d'être élu comme premier ministre que si M. Charest était chef du Parti conservateur. Il n'y a pas un danger qu'il fasse comme les deux autres chefs qui ont été sortis du parti. Et là, c'est la troisième course à la chefferie au Parti conservateur. Est-ce qu'on va encore, en 2025, assister à une autre course à la chefferie? À un moment donné, il va falloir avoir une stabilité dans ce parti-là. Mais ça, c'est le spin de l'équipe à Jean Charest. Hein? Et d'ailleurs, c'est un spin qui a été répété par Bernard Généreux, qui appuie Jean Charest, notre député local. Je ne suis pas réellement certain. Écoute, Pierre Poilievre sait se défendre en débat. Il est déjà meilleur que Justin Trudeau. Puis en même temps, si c'est Pierre Poilievre qui est élu, est-ce que les progressistes conservateurs vont se retirer du parti? C'est évident qu'à ce moment-là, les libéraux sont condamnés à diriger le Canada. J'ai bien hâte de voir si c'est Poilievre ou si c'est Charest, qu'est-ce que ça va faire après pour qu'on soit en mesure de garder le parti et les membres rassemblés sous un toit. Ça va être ça le grand défi. Que ce soit Charest ou Poilievre, là, ça va être ça le grand défi. En contrepartie, localement, si c'est Pierre Poilievre qui passe, je ne suis pas certain si Bernard Généreux va avoir des responsabilités supplémentaires. Écoute, on reste en politique, là. C'est aujourd'hui que Bernard Drainville annonce sa candidature pour la CAQ. Bon, on connaît les allégeances politiques de Drainville, et ça fait jaser parce que la CAQ n'est pas officiellement un parti indépendantiste, c'est un parti de coalition. Oui. Alors, comment tu vois ça? Comment tu perçois ça, l'arrivée de Bernard Drainville? On parle même qu'un jour plus tard, parce que M. Legault n'est pas prêt de partir, que ça pourrait être, il pourrait être sollicité pour la candidature à la chefferie de la CAQ. Comment tu vois ça? C'est pas impossible parce qu'il voulait être chef du PQ à un certain temps.
regarde, je peux donner une chose à M. Drainville, c'est que, oui, c'est un passionné de politique. Une petite anecdote, là, lorsqu'il a rencontré sa femme, c'est lui qui raconte cette anecdote-là, à son premier souper avec sa future femme, il parlait de l'accord du lac Meach. On sentait que, comme sujet romantique, il y a mieux que parler de l'accord du lac Meach. Ce que je veux dire, il a le goût du service public, sans l'ombre d'un doute. Il a choisi la CAQ, possiblement pour une multitude de raisons qu'il va expliquer aujourd'hui. Mais tu sais que M. Drainville, selon ce qui a été dit dans les divers médias, il a abandonné un travail à la radio qui le payait 1 million de dollars par année. C'est clair qu'il ne s'en va pas là pour être un backbencher. Il va être ministre, sans l'ombre d'un doute. Mais j'ai hâte de voir ses réponses aujourd'hui parce que c'est la deuxième fois qu'il se lance en politique dans des circonstances similaires. Éric Duhem racontait que, voilà, peut-être une semaine là, avant qu'il l'annonce, là, il y avait eu des conversations au téléphone avec Éric Duhem pour savoir comment ça allait, son organisation, puis qu'est-ce qu'il pensait de tel projet ou peu importe, de telle politique, alors que les conversations ou les échanges avec le premier ministre Legault étaient déjà entamés, selon ce qu'Éric Duhem dit, ou possiblement. Il va se faire attendre de pied ferme aujourd'hui, mais je t'en parlerai demain. C'est sûr que ça va être intéressant à couvrir. Mais José, 1 million à la radio, puis 150 000 comme ministre, c'est pas le même salaire, hein? C'est pas le même salaire. Donc, il n'ira pas comme simple député, c'est ce que je veux dire. Il faut être convaincu. Il a dû être convaincu avec sa conjointe. Oui. Merci, José. Voilà, ça complète notre émission. Demain, on a la chronique culturelle avec Jonathan Renière. On devait recevoir Mme Pascale Le Paradis de Desjardins, mais il y a de petits changements. Donc, on aura une entrevue pour vous à vous présenter. N'ayez crainte. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain. Bonne journée.